Alors que beaucoup ont prétendu prévoir les horreurs à venir, personne ne les a vues plus clairement que le prophète le plus célèbre du monde, Nostradamus. Avant que Nostradamus ne soit connu comme le mystérieux devin, il était d'abord apothicaire et aidait dans les régions frappées par la peste. Son vrai nom était Michel de Nostredame. Il est né en décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence, dans le sud de la France. On ne sait pas exactement si c'est le 14 ou le 21 décembre qu'il est réellement né. Son père, Jacques de Nostredame, était notaire, c'est-à-dire une personne qui rédige et authentifie des documents légaux. Sa mère, Régnier, venait d'une famille réputée dans leur ville. Ils étaient nombreux dans la fratrie, mais le nombre exact n'est pas clair en raison du manque de registres de naissance à cette époque. La famille de son père avait des origines juives. Avant la naissance de Michel, ses ancêtres s'étaient déjà convertis au christianisme catholique. La vie était difficile pour de nombreuses familles juives en Europe à cette époque. Ils étaient souvent persécutés, expulsés de leur foyer ou forcés de changer de religion. Lorsque son grand-père s'est converti, la famille a adopté le nom de famille Nostredame. Cela signifie Notre-Dame, un titre donné à la Vierge Marie. Mais même s'il est clair que la famille avait des origines juives, on dit qu'il pratiquait encore secrètement le judaïsme et enseignait en ça personnellement la Kabbale à Michel. La Kabbale est une tradition du mysticisme juif. Elle concerne la création, Dieu et la connexion entre le monde spirituel et la vie humaine. Elle s'est répandue dans des communautés juives en Espagne et dans le sud de la France. Avant l'époque de Nostradamus, certains auteurs affirmaient que cela avait influencé la manière obscure et symbolique d'écrire de Nostradamus. C'est peut-être vrai car cela faisait partie du monde intellectuel de sa région. Mais il n'existe aucun document clair prouvant à quel point il a étudié cela personnellement. Il y a aussi très peu d'informations fiables sur son enfance. Il existe une vieille histoire selon laquelle il aurait appris la médecine de son grand-père maternel. De plus, vers 1518 ou 1519, il est entré à l'université d'Avignon, l'une des plus anciennes universités de France. À cette époque, il n'étudiait pas encore pour devenir médecin. Les étudiants étudiaient généralement la grammaire, la rhétorique et la logique. Ils lisaient également les œuvres des penseurs grecs et romains comme Aristote et Cicéron. Son objectif était de former un étudiant à parler, à s'exprimer, à écrire et à construire des arguments clairs. Mais ces études n'ont pas duré longtemps. La peste s'est propagée dans la région et l'université a été contrainte de fermer. Lorsqu'il y avait une épidémie à l'époque, les gens évitèrent les villes surpeuplées. Ceux qui avaient de l'argent se réfugiaient à la campagne car la maladie se propageait plus rapidement dans les zones densément peuplées. Après la fermeture de l'université, Michel aurait voyagé pendant plusieurs années dans différentes régions de la France et dans les environs. Il étudiait les plantes, les remèdes à base de plantes et la fabrication de médicaments. C'est là qu'il a commencé à travailler comme apothicaire. À cette époque, l'apothicaire était l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui un pharmacien. Il préparait des mélanges à partir de plantes, d'épices et d'autres ingrédients. Mais la plupart de leurs remèdes n'avaient rien de scientifique. Souvent, ils étaient simplement basés sur la tradition, l'observation et des croyances transmises de génération en génération. La médecine de l'époque était encore loin de ce que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas encore d'antibiotiques comme la pénicilline. Les vaccins modernes n'existaient pas encore, et on ne connaissait pas bien bactéries et virus. Ainsi, une infection bénigne, aisément soignée aujourd'hui, pouvait être mortelle autrefois. La saignée était alors l'un des traitements les plus fréquents. Le médecin réduisait la quantité de sang du patient parce qu'il croyait qu'il fallait équilibrer les liquides dans le corps, qu'ils appelaient les humeurs. Lorsqu'une personne était malade, il pensait donc qu'elle avait un excès de sang ou d'autres liquides dans son corps. Cette pratique ne faisait qu'aggraver l'état du patient. Le patient malade devenait encore plus faible, surtout lorsqu'on lui retirait encore du sang. Mais comme c'était la croyance médicale acceptée à l'époque, de nombreux médecins continuaient à le faire. En 1529, à Lannon, Michel est entré à l'université de Montpellier pour étudier la médecine. Montpellier est connu pour avoir l'une des plus anciennes écoles de médecine d'Europe. Mais après quelque temps, il a eu des problèmes. Les responsables de l'université ont découvert qu'il avait déjà travaillé comme apothicaire. Cela était interdit à leurs étudiants. À l'époque, la fabrication et la vente de médicaments étaient considérées comme un métier manuel. À cette période, les universités avaient une haute estime de leur propre formation académique. Le travail manuel était souvent considéré par eux comme un travail réservé aux classes inférieures. À cause de cela, Michel a été renvoyé de l'université. Il reste un document concernant son expulsion dans les archives de Montpellier. À cause de cela, il n'est pas clair s'il a réellement obtenu un doctorat officiel en médecine.
Au lieu d'abandonner complètement, il a continué à fabriquer des médicaments et à aider les communautés. Peu à peu, il s'est fait connaître pour sa lutte contre la peste. C'était l'une des maladies les plus dangereuses en Europe à l'époque. La peste n'a pas sévi seulement pendant la peste noire des années 1340. Elle revenait sans cesse dans différentes villes pendant de nombreux siècles. Elle se propageait souvent dans les endroits fréquentés par les marchands, les voyageurs, les navires et les produits en provenant d'autres régions. Le sud de la France, situé sur des routes commerciales majeures, subissait fréquemment des épidémies. Lorsqu'on apprenait qu'un lieu était touché par la peste, l'accès des personnes et des marchandises était restreint. Dans certains ports d'Italie, les navires devaient attendre avant d'être autorisés à accoster. C'est là qu'est né le concept de quarantaine, issu du mot désignant une période de 40 jours. L'une des choses que Michel a faites contre la peste était ce qu'il appelait les pilules de rose. Celles-ci contenaient des pétales de rose, des clous de girofle, du cyprès et d'autres plantes parfumées. Il est possible que leur parfum ait aidé à masquer les mauvaises odeurs de l'environnement, mais elles n'avaient pas la capacité de tuer les bactéries responsables de la peste. Cependant, il n'a pas seulement recommandé les pilules de rose. Il encourageait également à maintenir la propreté de l'environnement, à laver les objets, à retirer rapidement les cadavres et à donner de l'air frais aux patients. Il ne comptait pas non plus sur la saignée comme beaucoup de médecins de l'époque. Ces méthodes n'étaient toujours pas suffisantes pour vraiment guérir la peste. Mais il était plus raisonnable de privilégier la propreté et d'éviter les endroits contaminés plutôt que de retirer du sang à un patient déjà affaibli. Parce qu'il acceptait de se rendre dans les zones touchées par la peste, son nom devint connu dans le sud de la France. Il n'était pas encore célèbre pour l'astrologie ou les prophéties. À cette période de sa vie, il était d'abord connu comme apothicaire et médecin pendant l'époque de la peste. Un homme qui utilisait les connaissances limitées de son époque pour combattre une maladie que même les meilleurs médecins d'Europe ne comprenaient pas encore complètement. Le plus grand changement dans la vie de Michel de Nostredame a commencé par une tragédie personnelle profonde. Au début des années 1530, il vivait à Agen, dans le sud-ouest de la France. Il y a été invité par Jules César Scaliger, un célèbre médecin et érudit originaire d'Italie. Scaliger avait de vastes connaissances et avait de nombreux livres sur la médecine, l'histoire, la philosophie et la littérature ancienne. Il est possible que sa bibliothèque ait aidé Michel à élargir ses lectures et ses idées. Pendant son séjour à Agen, Michel a épousé une femme du coin. Ce n'était pas son vrai nom, mais on l'appelait souvent Henriette d'Encausse. Ils ont eu 2 enfants. Mais en 1534, sa femme et ses enfants sont morts. On dit souvent que la peste en était la cause, mais il n'y a pas assez de documents pour confirmer la maladie exacte qui les a tués. Ce qui est assez clair, c'est que Michel a perdu sa première famille en même temps. Pour quelqu'un qui aidait dans les endroits touchés par la peste, c'était très difficile à supporter. Il pouvait donner des conseils à d'autres familles, mais il n'a pas pu sauver sa propre femme et ses enfants. Après cela, il a quitté Agen et a recommencé à voyager. Il y a aussi des histoires disant qu'il a eu des problèmes avec l'Église en 1538 à cause d'une déclaration qu'il a faite, considérée comme contraire à la religion. Mais il n'est pas clair s'il a vraiment été soumis à un procès formel pour hérésie. L'Europe était dangereuse à cette époque pour toute personne soupçonnée de s'opposer à l'Église. La réforme protestante prenait de l'ampleur et le conflit entre catholiques et protestants s'intensifiait. Même un simple mot de travers pouvait être dangereux. Une fausse accusation pouvait causer de gros problèmes. Il est possible que Michel ait voyagé dans différentes régions de la France et de l'Italie au cours des années suivantes. En Italie, il a pu observer de près la croissance rapide de l'industrie de l'imprimerie. La presse à imprimer a facilité la production et la vente de nombreuses copies d'un même livre, ce qui fut crucial car, plus tard, Michel deviendrait célèbre pour autre chose que la médecine. Les imprimeries allaient répandre son nom dans différentes parties de l'Europe. Mais avant de devenir écrivain, il est d'abord retourné aider à lutter contre la peste. Au milieu des années 1540, il a aidé à faire face à une épidémie à Marseille et dans d'autres endroits de Provence. Il s'est fait connaître car il acceptait d'aller dans les communautés très touchées par la maladie. Certaines villes lui auraient sans même offert une pension pour ses services. En 1547, il s'est définitivement installé à Salon de Provence. C'est là qu'il a épousé Anne Ponsarde, une riche veuve. Ils ont eu 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Comme Anne avait sa propre fortune et que Michel avait déjà des revenus, leur vie est devenue plus confortable. Il n'avait plus besoin de voyager constamment dans les endroits touchés par la peste. Il a eu le temps d'écrire et d'étudier l'astrologie. À la Renaissance, astronomie et astrologie n'étaient pas clairement distinguées. Beaucoup de personnes instruites croyaient que les mouvements des planètes et des étoiles avaient un effet sur la météo, les maladies, la politique et le destin des hommes. Ce n'étaient pas seulement les citoyens ordinaires qui y croyaient,
Même les familles riches, les rois, les reines et les dirigeants politiques consultaient des astrologues pour demander des conseils concernant leur santé, leur mariage, leurs enfants et leur avenir. C'est pourquoi, en 1550, Michel a publié son premier almanach. L'almanach était un petit livret bon marché contenant des informations pour une année particulière. Il pouvait contenir un calendrier, des prévisions météorologiques, des conseils pour la plantation, des dates importantes et des prédictions astrologiques. C'était moins cher à produire qu'un grand livre, ce qui permettait à beaucoup de gens de pouvoir l'acheter. C'était comme un petit guide annuel, facile à transporter et à lire. Sur la couverture de son almanach, Michel utilisa la version latine de son nom, Nostradamus. Cela avait une consonance plus puissante et plus mystérieuse que Michel de Nostredame. À partir de ce moment-là, c'est ce nom que le public a connu. Son premier almanach s'est très bien vendu, alors il a commencé à publier de nouvelles éditions chaque année. La plupart du temps, ceux-ci contenaient des prédictions sur la météo, les maladies, les troubles politiques et ce qui pourrait arriver aux personnes célèbres. C'est ainsi que son nom est devenu plus connu. De riches marchands, des nobles et d'autres personnes puissantes ont commencé à demander ses conseils. Ils voulaient savoir si leur entreprise allait réussir, si leur famille serait en sécurité ou ce qui pourrait arriver dans leur avenir. Mais ils n'écrivaient pas de prévisions claires et simples. Il utilisait des symboles, d'anciens noms de lieux, des mots étranges et des phrases souvent à multiples sens. Il mélangeait parfois le français avec le latin, le grec, l'italien et la langue locale, ce qui rendait difficile de prouver que ses prédictions étaient fausses. Quand une interprétation ne se réalise pas, d'autres personnes peuvent simplement dire qu'elles ont mal compris. Lorsqu'un événement se produit et ressemble vaguement à ce qu'il a écrit, cela peut être présenté comme l'accomplissement de la prophétie. C'est la clé du succès de Nostradamus. En 1555, il a publié la première partie de son livre, le plus célèbre, Les Prophéties. La première édition contenait 353 quatrains et un long message destiné à son fils César. Le quatrain est un court poème composé de 4 vers. Il les a regroupés en ensemble, appelés centuries. Cela ne signifie pas que chaque groupe fait référence à une centaine d'années. On les a simplement appelés centuries parce que la plupart des groupes étaient censés contenir 100 quatrains. Dans les éditions suivantes, la collection a encore été augmentée. La version la plus complète publiée après sa mort en 1568 contient 942 quatrains répartis en 10 centuries. La plupart des prophéties dans les prophéties ne sont pas liées à une année précise. C'est la grande différence avec ces almanachs annuels. Comme il n'y a pas de date précise, un quatrain peut être associé à un événement survenu plusieurs années, plusieurs siècles plus tard, ou même à l'époque actuelle. Beaucoup de ces poèmes parlent de rois, de reines, de guerres, de la chute des villes, de famines, de pestes, de tempêtes, d'incendies et d'autres catastrophes. Il a également utilisé des noms provenant de la Grèce et de la Rome antique, y compris des dieux, des héros et d'anciens chefs militaires. Il a évoqué diverses régions d'Europe, de la Méditerranée, de la mer Noire, des Balkans et des territoires qui faisaient alors partie de l'Empire ottoman. Ce n'était pas inhabituel pour un écrivain instruit à la Renaissance. À cette époque, les connaissances européennes s'élargissaient grâce à la découverte de nouvelles régions et territoires de l'Empire. L'étendue des lieux et des catastrophes qu'il a mentionnées a donné à ses poèmes une utilité presque infinie. Lorsqu'il y avait une guerre, il y avait des vers qui pouvaient ainsi rapporter. Lors d'un tremblement de terre, d'une inondation ou du décès d'un dirigeant, on pouvait aussi trouver des quatrains qui semblaient en correspondre à ces situations. Cela ne prouve pas automatiquement qu'il a vu l'avenir. Cela montre seulement à quel point sa façon d'écrire était vaste et ambiguë. En d'autres termes, Nostradamus n'a pas fait de prédictions claires. Il a écrit des poèmes énigmatiques qui pouvaient être réinterprétés selon les événements auxquels le lecteur voulait les associer. Et comme il y a toujours des guerres, des catastrophes et des changements de gouvernement, les gens trouvent sans cesse de nouvelles façons de dire que ces paroles se sont réalisées. Le secret de la popularité des prophéties de Nostradamus ne réside pas seulement dans les sujets qu'il a abordés, mais surtout dans sa manière d'écrire. Il a mentionné de nombreux endroits, de la France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre jusqu'à la Méditerranée, l'Europe de l'Est et les territoires de l'Empire ottoman. Parfois, il n'utilise pas seulement des noms de pays, il inclut aussi des noms de villes, d'îles, de rivières et d'anciennes régions. À cause de cela, beaucoup de gens de différents pays trouvent des passages auxquels ils peuvent relier leur propre histoire. Lorsqu'il y a une guerre ou une catastrophe dans un endroit, il est possible que Nostradamus ait également mentionné un nom similaire.
Mais cela ne veut pas dire qu'il a vu chaque événement du futur. Il aimait utiliser de vieux noms qui étaient utilisés à l'époque de l'Empire romain. Il utilisait aussi des histoires sur les rois, les reines, les empereurs, les révoltes, les épidémies et la chute des royaumes. Beaucoup de ces idées ne venèrent pas d'une vision mystérieuse. Selon l'étude de ses œuvres, il a beaucoup puisé dans la Bible, des livres d'histoire anciens, des chroniques médiévales et de collections de prophéties plus anciennes. Parmi ces lectures figuraient les œuvres de Suétone et Plutarque, qui ont écrit sur la vie, les guerres, les victoires et les chutes des célèbres dirigeants de la Grèce et de Rome. Ainsi, lorsque Nostradamus raconte l'histoire d'un dirigeant cruel, d'un empire en déclin ou de familles royales rivales, ce n'est pas toujours une nouvelle vision. Il se peut qu'il ait tiré le schéma d'un véritable événement du passé et l'ait transposé dans un avenir incertain. Il a également utilisé une collection appelée Mirabilis Liber. Il a été publié en France en 1522 et contient d'anciennes prédictions chrétiennes sur la guerre, les catastrophes, l'antéchrist et la fin du monde. Il y a aussi des parties de ses écrits qui ressemblent à ceux de Girolamo Savonarola, un moine italien qui prêchait sur la punition de Dieu et le changement social. L'introduction du livre de Nostradamus reprend de nombreux extraits de la Bible dans un ordre similaire à celui de Girolamo Savonarola. De nos jours, cela pourrait être qualifié de plagiat ou d'emprunt excessif. Mais le système d'écriture était différent au XVIe siècle. À l'époque, il était courant de prendre, de modifier et de combiner des passages provenant de livres plus anciens sans citation claire. On ignore aussi s'il sélectionnait ses sources avec soin. Certains chercheurs pensent qu'il lisait de façon systématique, puis combinait les idées qui correspondaient à ce qu'il voulait écrire. D'autres disent qu'il utilisait une méthode consistant à ouvrir un livre au hasard. Lorsqu'il trouvait une histoire sur la page choisie, il s'en servait comme base pour un nouveau quatrain. Cela ne peut pas être totalement prouvé, mais il est clair que de nombreuses parties de ses écrits proviennent de textes plus anciens. La légende veut aussi qu'il utilisait le feu, l'eau, des rituels magiques ou des transes particulières avant de voir l'avenir. Mais dans ses propres écrits, son explication est plus simple. Il disait simplement qu'il essayait de rendre son esprit calme et tranquille avant d'écrire. Il ne s'est pas toujours dit prophète. Il décrivait plutôt ce qu'il faisait comme l'étude de l'astrologie, de l'histoire et des tendances possibles dans le cours des événements. Il est important de se rappeler que son monde était très différent du nôtre. Au XVIe siècle, les grands changements dans la science ne faisaient que commencer. Nicolas Copernic a publié l'idée que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil, remettant en question la croyance que la Terre était le centre de tout. En même temps, la réforme protestante divisait le christianisme occidental. Les catholiques et les protestants s'affrontaient, des royaumes tombèrent, de nouvelles puissances émergeaient, et beaucoup de gens croyaient que le grand châtiment de Dieu approchait. La carte du monde s'élargissait aussi. Les marins européens atteignaient tôt les Amériques. Le Portugal a trouvé une route maritime vers l'Inde en contournant l'Afrique. Et au début des années 1520, l'expédition commencée par Ferdinand Magellan a mené à bien le premier tour du monde. À cette époque, la science, la religion, l'astrologie, l'alchimie et la magie étaient encore mêlées. La frontière entre la véritable science et les anciennes croyances n'était pas encore claire. Même certains érudits sérieux de l'époque étudiaient le mouvement des planètes tout en cherchant aussi des moyens de transformer d'autres métaux en or. Il n'est donc pas surprenant qu'une personne ayant des connaissances en médecine, comme Nostradamus, utilise également l'astrologie et les anciennes prophéties. Mais ce n'est pas son époque qui explique pourquoi il est encore célèbre aujourd'hui. On continue de parler de lui parce qu'on dit qu'il a prédit certaines des plus grandes catastrophes de l'histoire. Le problème, c'est que souvent, ce n'est qu'après qu'un événement se soit produit que les gens cherchent le quatrain qui pourrait y correspondre. Un exemple est le grand incendie de Londres en septembre 1666. L'incendie a commencé dans une boulangerie et s'est propagé à une grande partie de la ville. Nostradamus a un quatrain qui fait référence à Londres, au feu et à un nombre qui peut être interprété comme 66. C'est pourquoi ses adeptes ont dit qu'il avait prédit exactement la catastrophe. Mais d'autres détails ne correspondent pas. Le poème mentionne la foudre. Mais ce n'est pas la foudre qui a déclenché l'incendie. Il y a aussi une indication que beaucoup de gens mourrent alors que peu de décès officiels ont été enregistrés. Cela ne paraît impressionnant que si l'on sélectionne les parties qui conviennent et ignore celles qui ne le sont pas. Il en va de même pour la Révolution française et l'ascension de Napoléon Bonaparte. Nostradamus a écrit des poèmes sur le grand chaos en France.
Un nouveau dirigeant et la peur en Italie, en Espagne et en Angleterre. Cela peut être lié à Napoléon, mais cela peut aussi s'appliquer à de nombreuses guerres en Europe. Quand un royaume est en désordre, il est normal qu'un nouveau leader apparaisse, et il est aussi naturel que les pays voisins de la France soient impliqués. Un quatrain est également associé à Adolf Hitler, parlant d'un enfant né dans une famille pauvre qui utilisera sa parole pour rallier beaucoup de gens. Cela semble correspondre à Hitler, mais il n'y a pas de nom clair, ni de date d'Allemagne, de parti nazi ou de Seconde Guerre mondiale dans la ligne elle-même. La description d'un leader puissant et éloquent pourrait faire référence à de nombreuses autres personnes dans l'histoire. Certains disent donc que Nostradamus a également prédit le bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki parce qu'il a écrit à propos d'une terrible peste qui frapperait deux villes. Mais il n'a jamais mentionné le Japon, la bombe atomique, les radiations ou le mois de août 1945. L'expression « les deux villes » apparaît aussi dans des textes religieux et historiques d'un plus ancien. Une phrase sur le mal qui viendrait d'en haut a aussi été associée à l'assassinat du président John F. Kennedy. Mais ce genre de phrase est très vague. Cela pourrait s'appliquer à n'importe quel dirigeant qui a été abattu, bombardé, tombé ou assassiné depuis un endroit élevé. L'exemple le plus flagrant de mauvaise interprétation est celui des attentats du 11 septembre 2001. À l'époque, une prétendue prophétie de Nostradamus circulait sur Internet, parlant de deux oiseaux d'acier qui tomberaient du ciel et frapperaient une grande ville. Mais Nostradamus n'a jamais écrit ces mots. Il s'agit d'un texte moderne qui a été diffusé après l'attaque. Il n'existe aucune preuve solide dans ces véritables ouvrages qu'il ait prédit exactement les attaques contre les tours jumelles. C'est ici que l'on voit la véritable raison pour laquelle Nostradamus semble toujours avoir raison. Ses poèmes sont courts, il n'y a pas de date précise. Les noms sont confus, il y a beaucoup de symboles. Et il ne parle que d'événements qui se répètent dans l'histoire. Guerre, incendie, maladie, assassinat de dirigeants et chute de gouvernements. Lorsqu'une grande tragédie se produit, c'est alors que les gens cherchent les vers qui pourraient correspondre à l'événement. Parfois, la traduction est trop modifiée. On ne choisit que la partie qui convient. Et on laisse de côté les détails qui ne correspondent pas. C'est pourquoi le plus grand mystère n'est pas de savoir comment Nostradamus a vu l'avenir. La question la plus importante est de savoir comment chaque génération a réussi à transformer ces anciens mots, qui n'ont pas de signification claire, en de nouvelles prophéties. La prétendue prophétie concernant deux oiseaux d'acier qui tomberaient sur une grande ville n'a en réalité jamais été écrite par Nostradamus. Ces lignes ne se sont répandues qu'après les attentats du 11 septembre 2001. Par la suite, d'autres lignes ont été ajoutées à propos d'une rivière remplie de sang et de morts qui marcherait à nouveau. Celle-ci ne figure pas dans les prophéties originales. Cela montre le grand problème de réputation de Nostradamus. Beaucoup de prédictions qui lui sont attribuées ont été modifiées, mal traduites ou carrément inventées par d'autres personnes. Il en va de même pour les soi-disant prophéties qu'on lui attribue pour l'époque moderne. Certains relignent ses poèmes à l'accession au trône du roi Charles III, à la guerre en Ukraine, au changement climatique et même au voyage vers Mars. Il existe un quatrain concernant un roi des îles qui sera remplacé par une personne que l'on ne s'attendait pas à voir devenir roi. Certains l'associent au roi Charles et au prince Harry. Cependant, Charles, William, Harry ou la Grande-Bretagne ne sont pas mentionnés dans le poème, ni de date précise. Il en est de même pour l'idée qu'il aurait prédit le changement climatique, car il a évoqué des chaleurs extrêmes, l'ébullition de la mer, la destruction des récoltes et la famine. Mais la sécheresse, la famine et la chaleur extrême étaient déjà des sujets courants dans les écrits religieux et historiques de l'époque. Il y a aussi une ligne qui parle d'une grande guerre qui durera 7 mois. Cela est associé à différents conflits, mais il n'est pas précisé où cela se produira, qui s'affrontera, ni quand cela commencera. Il y a un autre quatrain qui parle d'une hausse extrême du prix du blé, au point que les gens seront forcés de manger leurs semblables. Cela est souvent utilisé pour prédire l'effondrement de l'approvisionnement alimentaire. Mais une telle image est depuis longtemps un symbole de famine extrême et de destruction sociale. En d'autres termes, il n'y a aucune base solide pour dire que Nostradamus a fait une prédiction exacte sur Mars, l'Ukraine, la famille royale ou une année moderne en particulier. La plupart de celles-ci sont des interprétations modernes. Il est vraiment difficile de comprendre ces poèmes. Il a mélangé le français, le latin, le grec, l'italien et la langue utilisée à l'époque en Provence. Il a aussi utilisé des symboles, d'anciens noms de lieux, des anagrammes et des mots ayant de nombreuses significations possibles. Il est possible qu'il ait fait cela pour rendre son livre plus mystérieux, mais cela pourrait aussi être une façon de se protéger lui-même.
Au XVIe siècle, il était dangereux d'être accusé d'utiliser la magie noire ou de se faire passer pour un prophète. Le problème avec un poème ambigu, c'est qu'il est très facile de l'associer à presque n'importe quel événement. Un exemple en est le mot « hystère ». Beaucoup disent que cela fait référence à Hitler, mais à l'époque de Nostradamus, hystère était utilisé comme ancien nom pour une partie du fleuve Danube. Ignorant son ancienne signification, on peut facilement le confondre avec une faute d'orthographe de Hitler. Il en va de même pour Rousseau. Certains l'associent au philosophe Jean-Jacques Rousseau, même si c'était déjà un nom de famille courant dans la région de Nostradamus avant la naissance du philosophe. Le problème encore plus important est l'absence presque totale de dates précises. Parmi ces nombreux quatrains, très peu comportent une année exacte. La plupart ne mentionnent pas de période précise, ce qui permet de les associer à des événements survenus 10, 100 ou même 400 ans plus tard. Nostradamus a expliqué que l'histoire est cyclique. Pour lui, les guerres, les révoltes, les catastrophes et la chute des dirigeants se répètent sans cesse. Il y a une part de vérité là-dedans, mais comme il n'y a pas de date ni de détails précis, il est presque impossible de vérifier si une prédiction est correcte ou non. Lorsque les prophéties ont été publiées pour la première fois à Lyon en 1555, il n'a pas immédiatement reçu que des éloges. Certains l'admiraient, mais d'autres le considéraient comme un imposteur, un fou ou quelqu'un qui utilisait des pratiques occultes. Cependant, ses éditeurs ont continué à publier de nouvelles éditions. Ils prévoyaient de composer 1000 quatrains répartis en 10 centuries. Il ne l'a jamais complètement terminé. L'édition publiée en 1568, 2 ans après sa mort, contenait 942 quatrains. C'est la principale collection qui est lue jusqu'à aujourd'hui. Nostradamus n'a pas seulement écrit des prophéties. Il a aussi écrit un livre sur les cosmétiques, médicaments, aliments, conserves et divers mélanges. Cela inclut la fabrication d'huile, de produits pour blanchir les dents, de produits de beauté et d'ingrédients utilisés à l'époque comme aphrodisiaques. Ce n'était pas inhabituel à son époque. L'apothicaire de l'époque ne fabriquait pas que des médicaments. Il préparait aussi de la nourriture, des parfums, du maquillage, des mélanges de plantes et des produits ménagers. Il a également écrit sur les hiéroglyphes égyptiens. Mais à cette époque, les Européens ne savaient pas encore vraiment lire l'écriture de l'Égypte ancienne. Il faudra encore plus de 200 ans avant que la pierre de Rosette n'aide à la comprendre. Donc son travail était uniquement basé sur des textes grecs plus anciens et sur les fausses croyances des érudits concernant les hiéroglyphes. Ses œuvres montrent qu'il ne faisait pas qu'attendre des visions. Il était écrivain, traducteur, apothicaire, astrologue et homme d'affaires qui produisait des livres que le public voulait lire. Sa renommée a encore grandi lorsqu'il a été remarqué par Catherine de Médicis, l'épouse du roi Henri II de France. Catherine aimait l'astrologie et elle était intéressée par les prédictions concernant sa famille. Elle a fait venir Nostradamus à Paris et lui aurait demandé de réaliser l'horoscope de ses enfants. Nostradamus est devenu encore plus célèbre après la mort de Henri II en 1559. Le roi a été blessé lors d'un tournoi de joute lorsque la lance brisée de son adversaire a traversé son casque. Il a été touché près de l'œil et il est mort quelques jours plus tard. Cela a été lié au quatrain concernant le jeune lion qui est vaincu par le lion plus âgé et qui lui transperce l'œil à l'intérieur de la cage dorée. Cela semble correspondre, mais il y a des problèmes. Le poème ne mentionne pas clairement Henri. Il n'est pas non plus courant que le roi et son adversaire soient connus comme des lions. Et la cage dorée n'a été interprétée comme un casque qu'après l'accident. Cependant, la ressemblance était suffisante pour convaincre davantage Catherine et les autres membres de la cour royale. Plus tard, il fut reconnu comme conseiller et médecin du roi Charles IX. Cela lui a apporté des revenus supplémentaires, de la protection et un statut élevé. Nostradamus n'a cependant pas vécu dans un immense palais. Il est resté avec sa femme et ses 6 enfants à Salon de Provence. Il gagnait sa vie grâce à ses livres, ses almanachs, ses consultations et d'autres travaux. Ils ont également investi dans le canal de Craponne, un projet qui a amené l'eau de la rivière Durance vers les terres arides autour de Salon. Cela a aidé l'irrigation et l'agriculture. Cela montre que Nostradamus ne s'intéressait pas seulement à l'astrologie. Il savait aussi choisir des investissements pratiques. À l'arrivée des années 1560, sa santé se dégradait. Il a longtemps souffert de la goutte, une inflammation douloureuse des articulations. Plus tard, il a également souffert d'un gonflement sévère du corps dû à une accumulation de liquide. Il a encore eu des problèmes avec les autorités locales lorsqu'il a publié un almanach sans l'autorisation requise. À cette époque, la censure des livres était déjà stricte car la France allait entrer dans de longues guerres religieuses entre catholiques et protestants.
À l'été 1566, il savait que son état était déjà grave. Il a préparé son testament et a laissé ses biens à sa femme et à ses enfants. Il est mort le 2 juillet 1566 à l'âge de 62 ans. Il existe une histoire célèbre selon laquelle il aurait dit à son secrétaire, la veille de sa mort, qu'on ne le verrait plus vivant au lever du jour. Il se peut qu'il ait dit cela car il savait qu'il allait mourir, ou que l'histoire ait été exagérée pour faire croire qu'il avait prédit sa fin. De nombreuses légendes entourent aussi sa tombe. Lors du transfert de ses restes en 1700, on aurait trouvé une médaille portant également cette date. Une histoire raconte que des soldats ont ouvert sa tombe pendant la Révolution française et ont ensuite été tués, comme il l'aurait prédit. Mais il existe différentes versions de ces histoires. Il est donc plus prudent de les considérer comme des légendes ajoutées à sa réputation mystérieuse et non comme des faits historiques solides. Au fil des siècles, les prophéties ont gagné en célébrité. Chaque fois qu'il y avait une guerre, un incendie, un assassinat, une épidémie ou une grande catastrophe, les gens se tournaient à nouveau vers ces poèmes. L'intérêt s'est encore renforcé au XXe siècle. On l'a associé à Hitler, à la bombe atomique, à la mort de Kennedy et à de nombreuses autres tragédies modernes. Il existe même des livres et des émissions de télévision qui prétendent pouvoir parler à Nostradamus depuis l'au-delà. En même temps, de fausses citations et des histoires inventées à son sujet se sont multipliées. Beaucoup de gens connaissent que son nom. Même sans avoir jamais lu son véritable livre, ils ont fait de lui le sujet de films, de documentaires, de romans et de jeux vidéo. Dans la culture populaire, il est souvent présenté comme un homme qui voyait clairement l'avenir. Mais une image différente apparaît lorsqu'on étudie sa véritable vie. Il n'a pas grandi comme un prophète mystérieux. C'était un apothicaire qui a été témoin de nombreuses morts à cause de la peste. Il a gagné sa vie comme médecin, a voyagé et a rencontré différents érudits. Et plus tard, il a utilisé l'astrologie, l'histoire, la religion et de vieux livres pour écrire des poèmes obscurs sur l'avenir. Il est probable que ce qu'il a vu en faisant face à la peste l'a profondément marqué. Il a été témoin à plusieurs reprises de la maladie, de la peur, de la faim et de la mort. Il n'est donc pas surprenant que ses poèmes soient toujours remplis de feu, de guerre, de sécheresse, de peste et de chute de royaumes. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'a pas été oublié. Si ces poèmes ne parlaient que de tâches simples, ils auraient peut-être disparu depuis longtemps. Mais il a écrit sur les choses que les gens craignent à chaque époque. Comme il n'y a pas de date précise et que ces mots ont de nombreuses significations possibles, chaque nouvelle génération trouve sa propre catastrophe à lui associer. Il est possible que Nostradamus n'ait pas vu l'avenir, mais il avait clairement compris quelque chose sur l'être humain. Tant que la peur de la prochaine guerre, d'une maladie ou d'une catastrophe existera, quelqu'un ouvrira son livre et cherchera. Un avertissement dans les mots écrits il y a près de 500 ans.